Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Donc aujourd'hui dans le studio avec moi, j'ai le rédacteur en chef d'hebdomadaire d'Investir, Rémi Lebailly, à ma gauche. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous. Bon, bienvenue à tous, heureux d'être avec vous dans le studio. Donc quels sont les thèmes d'aujourd'hui? C'était une semaine en hausse en fait. Donc CAC 40, S&P, Dow Jones, le pétrole, l'euro-dollar, tout est en hausse. Donc tout en rose ici dans le studio aujourd'hui. Non, pas en rose, en vert en fait, vert BNP en fait. Et après, on va faire un focus sur les privatisations en fait avec Rémi. Et Laurent va annoncer le heureux gagnant. Les heureux gagnants. Les heureux, pluriel aujourd'hui, de notre jeu d'investisseurs. Donc on va commencer tout de suite avec notre bilan de la semaine, la première rubrique. Donc Rémi, je disais, tout est en hausse en fait. Voilà, donc le bilan est rose, ouvert de l'espoir de BNP. Voilà. Oui. Alors si on commence par le CAC 40, eh bien effectivement, il s'est bien repris la semaine dernière. Il a gagné près de 2%, 1,96% si on veut être précis. Et c'est le plus gros gain hebdomadaire depuis le mois de mai. Et puis si on regarde plus globalement, l'indice est à son plus haut niveau depuis la mi-juillet. Et il est repassé au-dessus des 5200 points. Donc tout va plutôt bien au niveau du CAC 40. Alors, tout va bien en fait. Les marchés ont surtout poussé un ouf de soulagement. Ils étaient inquiets avec les conséquences de l'ouragan Irma en Floride. Bon, les conséquences ont été moins fortes que prévu, donc ça a un peu soulagé le marché. Il y a aussi les tensions géopolitiques avec la Corée. Même si la Corée a lancé de nouveaux missiles, on a l'impression que les tensions s'apaisent un petit peu. Donc les marchés ont plutôt poussé un ouf de soulagement. C'est quand même pas la grande euphorie. Si on regarde les volumes, ils restent quand même très très faibles. Hier, on a fait des volumes de 2,5 milliards sur le CAC. Ça n'est pas extraordinaire. Mais il faut quand même constater que les marchés se reprennent et tant mieux. Alors c'est vrai à Paris, sur le CAC 40. D'ailleurs, on va sans doute le voir plus en détail au niveau de l'indice avec Laurent. Exactement, Rémi. Donc le CAC 40, qu'est-ce qu'il fait alors, Laurent? Regardons les détails. Alors, on va regarder ensemble donc le CAC 40 d'un point de vue technique. On voit qu'il y a une petite stabilisation des cours ici, entre 5200 et 5248 points. Vous vous en souvenez, sur ce plateau, à plusieurs reprises, on a été acheteur de l'indice parisien. Et la zone actuelle était notre cible. Autrement dit, on est dessus. On a un CAC qui hésite un petit peu, c'est normal. La Fed se réunit aujourd'hui, le FOMC se termine demain. On n'attend rien de particulier de ce côté-là. Malgré tout, c'est toujours un événement important. Et après une hausse pareille, on a des opérateurs qui légitimement se mettent un petit peu sur les côtés. Alors, vous le voyez, on a donc un rebond qui techniquement montre une phase impulsive. Ça veut dire que la hausse devrait continuer. Pour accompagner cette hausse, il y a deux stratégies possibles. La première, on attend le passage au-dessus de ces 5248 points. Je vais zoomer pour vous permettre de voir parfaitement ce dont il s'agit. Donc, on attend le passage au-dessus de cette zone parce que ça signifiera qu'effectivement, la tendance reprend. Donc, on paye au-dessus de 5248, le stop se place sous la dernière zone de congestion, c'est-à-dire sous 5200. Deuxième stratégie, on attend de voir s'il y a une rupture de cette zone de support à 5200 points et on paye beaucoup plus bas à 5150 pour toujours viser la zone de résistance à 5340 points. Je ne serais pas étonné de voir qu'il y a un petit repli sur le CAC 40. Donc pour le moment, à la seconde où je vous parle, il n'y a rien à faire parce qu'on est pile au milieu du trading range, mais on peut acheter sur momentum, c'est-à-dire sur dépassement de la résistance, ou alors sur pullback, et on repaye le haut du gap. En tout état de cause, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le CAC 40 ne doit pas enfoncer cette zone de gap entre 5150 et 5130. Pourquoi? Parce que c'est une impulsion. Donc si le caractère impulsif prédomine et se maintient, on ne doit pas retourner dans cette zone de consolidation. Donc vous avez le stop, c'est sous 5150 et l'objectif entre 5340 et 5360 avec deux stratégies, repli ou surforce. Pour donc mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces stratégies, le produit c'est le même, c'est un turbo call. Bien évidemment, si on achète sur repli, on aura un meilleur prix, mais on risque de ne pas avoir de repli. Donc à vous de juger. Le turbo, c'est le ZQ76B, Falco.
Merci beaucoup Laurent pour cette analyse. Bon, vous le connaissez déjà des dernières émissions. En fait, à ce moment-là, je vais vous dire la phrase classique et même fameux, on peut dire, c'est que les produits présentent une risque de perte en capital, en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc voilà, je vais vous maintenant présenter cette turbo call sur le CAC 40 ZQ76B qui a un levier de 28,82 ce matin avec une échéance de 15 décembre 2017. Son prix d'exercice, aussi la barrière désactivante, c'est de 5060 et son prix de vente ce matin, 1,64 € pour un CAC 40 à 5224,36. Et on continue avec Rémi et le bilan de la semaine. Alors le bilan de la semaine qui est toujours au vert du côté de Wall Street, puisque jour après jour, les deux grands indices, le S&P 500 et le Dow Jones, battent de nouveaux records, puisqu'il suffit de monter d'un tout petit peu, de quelques points pour établir un nouveau record. Et puis le Nasdaq, lui, il n'en est pas loin. Son record, il n'a pas été battu hier, mais il a été battu en séance d'ailleurs. Le record date du 13 septembre, donc c'est vraiment tout récent. Wall Street est vraiment au zénith, un peu pour les mêmes raisons que le marché français, c'est-à-dire le soulagement sur les conséquences d'Irma et la Corée. Alors, si on fait le bilan depuis le début de l'année, le Dow Jones gagne 13%, le S&P 500 12% et le Nasdaq 20%. Alors pour un investisseur européen, c'est un petit peu différent, puisque c'est flat sur le Dow Jones et le S&P 500, c'est très différent, vous avez raison. Le Nasdaq, lui, est un petit peu en hausse, 5%. Mais donc il faut toujours nuancer l'appréciation qu'on peut avoir vue de ce côté de l'Atlantique sur les marchés. On investit, mais on investit dans sa devise, donc à moins de faire des couvertures de change. Donc un petit point à signaler, mais globalement, les marchés américains continuent à très bien se porter actuellement. Merci beaucoup Rémi. Donc le Dow Jones en hausse. Donc Laurent, qu'est-ce qu'on fait côté analyse technique avec ça? Eh bien écoutez, la semaine dernière on a parlé du Nasdaq. La semaine précédente on a acheté le S&P. C'était des stratégies gagnantes parce qu'on s'inscrit donc dans la tendance qui est haussière. Et cette semaine on va parler ensemble du Dow Jones puisque vous le voyez à l'écran, on est en présence d'un actif qui dessine une tendance ascendante assez claire avec une alternance de creux et de sommets qui sont ascendants, une moyenne mobile de moyen terme à 50 périodes, c'est-à-dire 2 mois et demi, qui vient elle aussi arbitrer, vous le voyez ici, les creux et qui est elle aussi orientée à la hausse. Un MACD qui est lui aussi sur une zone basse et qui a croisé à la hausse. Autrement dit, on remarque une accélération de l'indice après cette petite consolidation qui a eu lieu au mois d'août. Alors la stratégie sur le Dow Jones, eh bien, ça va être peut-être la même que celle que vous choisirez sur le CAC, c'est-à-dire qu'on paye sur repli. Pourquoi? Parce qu'on est loin du stop et qu'on aime toujours payer un indice avec un stop, c'est-à-dire un risque peu élevé. Là, vous le voyez, on est quand même malgré tout éloigné. Le premier niveau qui pourrait susciter des achats, c'est sur 22 050 points. On en est un petit peu loin puisque vous le voyez, on a progressé sur le Dow Jones sans discontinuer pendant à peu près 8 séances. Donc on pourrait tout à fait, encore une fois, avoir un petit repli. Et puis Laurent, on peut signaler que statistiquement, les 15 derniers jours de septembre ne sont pas très bons à Wall Street. Tout à fait. Donc ça complète un petit peu, ça fait un argument supplémentaire pour ce petit repli. Analyse technique, statistique, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, eh bien écoutez, prions pour que Rémi ait raison parce que les replis sur les deuxièmes quinzaines de septembre, c'est vrai qu'elles sont très souvent là, elles ne sont pas pour autant très profondes. Donc si on revenait sur ce niveau à 22 050 points, eh bien le marché nous ferait un cadeau, puisque vous le voyez, c'est cette polarité, on serait près du gap. Donc ça serait vraiment une belle opportunité pour revenir sur l'indice phare américain, le Dow Jones. Donc on paye 22 050 et puis on vise, alors 22 500, c'est un niveau symbolique, mais qui n'est que symbolique. Les vrais niveaux de résistance, ce sont des projections, puisqu'on est sur des niveaux historiques, donc des zones de prix qui n'ont jamais été testées. C'est 22 780 et 23 100. Et là, pour le coup, c'est pour les semaines à venir. Donc, acheteurs aux États-Unis comme nous le sommes en Europe sur le CAC, avec cette fois-ci pas un turbo, mais un Varan call de code XA33B Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit du call Varan call sur le Dow Jones XA33
B qui a un levier de 18,03, une échéance du 16 mars 2018, son prix d'exercice de 23 000 et son prix de vente ce matin à 31 centimes pour un Dow Jones à 22 345,10. Et on retourne au bilan de la semaine avec Rémi et maintenant on va regarder le pétrole. Le pétrole qui lui aussi est en hausse, hein, tout va toujours très bien. Il s'est installé nettement au-dessus des 55 $ le baril. C'est une zone où on ne l'avait plus vu depuis la mi-avril, donc ça remonte quand même assez loin. Et globalement, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est une zone de confort un peu pour tout le monde, pour les marchés, parce que c'est une zone où les groupes pétroliers gagnent correctement leur vie, où ils peuvent recommencer à donner des contrats aux parapétroliers. En tout cas, ça redonne un petit peu de dynamisme au secteur parapétrolier. Et puis, ça n'est quand même pas un cours trop élevé pour les consommateurs, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc, c'est un point d'équilibre qui satisfait un petit peu tout le monde, plutôt positif. En dehors du pétrole, il y a aussi l'euro-dollar qui s'est stabilisé autour de 1,20. Alors 1,20, c'est un seuil psychologique important. Il ne faudrait pas que l'euro se renforce trop face au dollar, parce que là, ça pénaliserait beaucoup d'entreprises européennes. Là, si on reste dans ces niveaux-là, c'est là aussi satisfaisant. Donc ça complète ce bilan plutôt positif de la semaine. On est heureux partout en fait. Oui. Pourvu que ça dure. Bah oui, exactement. Espérons que la semaine prochaine sera aussi sympa que cette semaine. Donc Laurent, on va regarder le Brent, non? Oui, alors on va regarder cette semaine le Brent qui propose une belle structure technique. Regardez donc cette alternance de creux et de sommets qui sont ascendants avec une moyenne mobile qui est venue arbitrer ici le sommet avant de servir de soutien dynamique, moyenne mobile à 50 périodes. On a également un ADX ici. Alors l'ADX, c'est un indicateur technique qui met en valeur la force directionnelle. Et on voit qu'on a un ADX qui maintenant est haussier au-des-dessus de 32. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement en tendance qui prend de l'ampleur, un DI plus en vert qui est au-dessus du DI moins, autrement dit des indicateurs qui nous montrent qu'il y a de la pression acheteuse sur le Brent. Alors attention, maintenant que j'ai dit ça, il faut mettre des nuances. Premièrement, on a une grosse zone de résistance à 57. Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie bataille pour dépasser ce niveau et que vraisemblablement, il ne le sera pas du premier coup. Si on dépasse 57 $, le baril, techniquement, on n'a plus rien jusqu'à 64 $, c'est-à-dire à peu près 12% de hausse. Donc, ça veut dire qu'on est proche d'une zone importante parce que si on paye au-dessus de 57, ce n'est pas pour s'arrêter à 57,5, c'est pour aller plus haut. Et donc, il va y avoir de vrais arbitrages et une vraie réflexion de la part des opérateurs. Pour le moment, vous le voyez sur le chart, on n'est pas très loin de la résistance puisqu'on n'est pas loin des 56 $. Autrement dit, là aussi, cette semaine, c'est la semaine des replis. On va attendre un repli parce qu'on est beaucoup trop loin du stop pour payer le Brent. Quel type de repli? Regardez, si on a la chance d'avoir un retour sur cette zone de polarité, c'est-à-dire cette zone de résistance qui a empêché les prix de progresser jusqu'au moment où les prix ont dépassé ce niveau, le consensus a changé, cette résistance a été validée support, confirmation de la tendance. Si on retourne sur cette zone autour de 53,50, 53,65, alors là encore, c'est une belle opportunité pour rentrer sur le Brent. Qu'est-ce qu'on vise? 57, pas plus. Parce qu'encore une fois, vous risquez, si on arrive à 57, de voir tous vos gains diminuer, s'évaporer, avec un retour sur 54 avant le vrai passage s'il a lieu. Donc c'est vraiment du swing, on ne se met pas en tendance, on essaye de payer le repli près du support vers 53,50 et surtout on vend 57, on prend son argent. Si on a la chance d'avoir payé le support, on vend la résistance et après on avisera pour savoir si effectivement le Brent continue de monter, comment on fait pour revenir sur ce marché. Donc le Brent à l'achat, avec un turbo infini best, cette fois-ci best call, de code ZQ54B. Super, merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo infini best call sur le Brent ZQ54B qui a ce matin un levier de 10,55, un prix d'exercice, une barrière désactivante de 50,7931 et un prix de vente ce matin de 4,29 € pour un Brent à 55,745. Et on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops.
Alors Rémi, quelles actions sont dans les tops et les flops aujourd'hui? Dans le top, on commence avec les tops. Oui, bien sûr, on commence avec les tops. Et J'ai vu Forestia. Capgemini. Capgemini, mais Capgemini. on va en parler dans quelques instants. Après, on pardon, commence par pardon. on les prend dans l'ordre, il faut les prendre dans Non, l'ordre. je suis désolé. Donc oui, je suis un peu on perturbé commence de par temps en Forestia qui a gagné 8,5%. Alors Forestia, c'est l'équipementier filiale de Peugeot. Peugeot qui a bien monté d'ailleurs également cette semaine, plus de 4%. Comme Valeo, le secteur automobile a plutôt eu le vent en poupe la semaine dernière après une période un peu difficile. Alors c'est le salon de l'automobile de Francfort qui a peut-être un peu stimulé le secteur. Alors Forestia, c'était une valeur qui était un petit peu en retard dans le secteur automobile. On sait que les marges dans le secteur, du côté des constructeurs, mais encore plus du côté des équipementiers, ont fortement remonté ces dernières années. Et puis Forestia était un peu en retard, ils avaient eu des difficultés un peu partout. Et ces marges commencent à revenir à des niveaux satisfaisants et le marché apprécie. Il y a eu un changement de management aussi, et il y a une volonté forte de faire des acquisitions dans des domaines porteurs actuellement, c'est-à-dire l'électrique, l'hydrogène. Il y a même eu un accord avec le commissariat à l'énergie atomique dans le domaine de la pile à combustible. Donc plusieurs facteurs favorables à Forestia. Le deuxième top, c'est Vivendi. Vivendi qui a bien remonté la semaine dernière. Alors, côté négatif, il y a les suites du feuilleton italien de Vivendi. Est-ce que les participations fortes de Vivendi dans Mediaset et Telecom Italia sont compatibles? C'est un sujet un petit peu délicat, compliqué. Mais d'un autre côté, il y a le fait que la situation d'Universal Music s'améliore trimestre après trimestre. Et puis que Canal+ a sans doute atteint le point bas et les choses sont en train là aussi de progresser. Résultat, plusieurs bureaux d'analyse ont fortement conseillé le titre. UBS la semaine dernière et encore HSBC ce matin. Et on en arrive, à Capgemini, qui a gagné 4,9% la semaine dernière. Alors Capgemini, il y a eu une journée investisseur mardi dernier. Alors, la société a simplement confirmé ses objectifs annuels et ses objectifs à moyen terme, mais ça suffit à relancer une dynamique sur Capgemini, qui donc gagne près de 5% la semaine dernière. Bon, parfait Rémi, merci beaucoup et désolé pour avoir avancé avec Capgemini, mais je crois Vous étiez impatient de savoir ce que Laurent allait nous dire. Oui, voilà. C'est classique. Mais je crois savoir que Laurent, vous avez trouvé quelque chose sur Capgemini, information intéressante. Oui, il y a quelque chose. J'ai retenu cette semaine Capgemini. Premier argument, la valeur est forte. Ça fait un an qu'elle est en progression. Une progression qui est significative, 35% environ depuis un an, donc un titre qui est clairement recherché par les investisseurs. Deuxième point, cette forte appréciation, elle a débouché logiquement sur une consolidation, c'est-à-dire que les prix ont évolué de manière latérale et qu'il y a eu une pause dans la hausse. Malgré tout, on voit que cette pause a été très compacte, très ordonnée. Autrement dit, on voit bien que les investisseurs, dès que le titre baissait un petit peu, se portaient acquéreurs de la valeur et on a eu un plancher à 90 €. Et puis dernièrement, on a cette résistance à 95,10 €. Vous voyez qu'il avait capé la progression depuis le mois d'avril, qui a été dépassée et de fort belle manière. Du point de vue des indicateurs, on a une moyenne mobile à 100 périodes qui est elle aussi haussière et qui, vous le voyez, a servi de support dynamique dans la progression juste avant le franchissement. On a ici toujours l'ADX qui est vraiment un indicateur très intéressant pour mesurer la force d'une tendance qui est en train de repartir à la hausse ici, qui est environ à 28 avec un DI+, qui est très au-dessus du DI-. Autrement dit, cela témoigne d'une forte pression acheteuse. Et puis un RSI qui est en surachat, autrement dit, qui vient confirmer cette force de Capgemini. Autrement dit, on devrait avoir a priori des investisseurs qui continuent de se porter acquéreurs du titre avec deux résistances à court et moyen terme, 103,20 dans un premier temps et puis 112,75 à plus longue échéance. Tactiquement, on est un petit peu loin des stops. Là aussi, on n'a pas trop de timing. Donc, un petit repli. Alors, idéalement, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'attends plutôt les 95 € pour pouvoir intervenir. Malgré tout, s'il y a tout ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire du momentum et de la pression acheteuse, on peut ne pas retourner sur cette zone. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez rentrer dans la tendance loin du stop ou si votre money management, votre personnalité et vos plans de trading vous recommandent plutôt de rentrer près des stops. Ça sera donc à vous de juger. En tout cas, on est à l'achat sur Capgemini et on choisit un turbo infini Best Call de code TX16B.
Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur Capgemini, un tourbillon infini Best Call TX16B qui a un levier ce matin de 6,41, qui a un prix d'exercice et aussi une barrière désactivante de 87,1924 et son prix de vente ce matin 1,58 € pour un Capgemini à 101,22,5. Alors là où il y a des tops, évidemment, il y a aussi des flops. Il y a des flops, oui. Alors les flops, c'est clairement le secteur de la santé je dis rien, la semaine dernière. Cette fois-ci, je dis rien. Et le secteur de la santé a beaucoup souffert. Le plus gros flop, c'est Virbac. C'est un laboratoire vétérinaire qui avait eu des difficultés aux États-Unis dans ses sites de production qui n'étaient pas aux normes. Ce problème est résolu, mais les ventes aux États-Unis ont du mal à repartir, et ce qui fait que le chiffre d'affaires semestriel et le résultat semestriel d'ailleurs publié la semaine dernière ont déçu, et la société a revu à la baisse ses perspectives pour l'année en cours. La sanction a été très sévère puisque lors de la séance de mardi, le titre a perdu 16%. Ça fait mal. Korian, de son côté, Korian, c'est une société qui gère des maisons de retraite. Là aussi, c'est un petit peu le même profil, moins fortement que Virbac. Les résultats semestriels ont un peu déçu les investisseurs et c'est un secteur qui s'était bien comporté en bourse. Donc voilà l'explication. On finit avec Essilor, qui est la valeur du CAC parmi ces flops. Et alors là, bien le marché, les investisseurs s'interrogent sur le sort du grand rapprochement annoncé en début d'année entre Essilor et l'italien spécialiste des montures, Luxottica. Il y a des bruits comme quoi la Commission européenne pourrait être un petit peu réticente sur le projet, pourrait imposer des cessions d'activité assez importantes, et ça inquiète les investisseurs. Alors on ne devrait pas tarder à voir la réponse, puisque normalement il y a une date butoir qui a été fixée au 26 septembre. Donc réponse dans quelques jours, et affaire à suivre du côté d'Essilor. Parfait, merci beaucoup Rémi pour les flops. Donc on va passer à notre jeu d'investisseurs de la semaine en fait. Et Laurent, excusez-moi, va présenter les gagnants cette semaine dans peu de temps. Avant, je voulais juste rappeler que peut-être vous avez déjà choisi le produit de la semaine pour vous ce matin sur notre site internet. On a déjà envoyé à vous les emails avec le lien pour aller sur notre site, c'est produitsdebourse.bnpparibas.fr. Et là, vous pouvez participer à ce jeu. Donc le jeu, c'est quoi? C'est pendant une semaine, aujourd'hui, vous pouvez choisir votre produit pour lequel vous pensez que ça sera la meilleure performance pour toute la semaine, parce qu'on va prendre le prix de ce soir et on va le comparer avec le prix de lundi soir prochain, et on va choisir celui qui a fait la meilleure performance et le présenter dans la semaine prochaine. Et surtout, on peut gagner cette jolie tasse 100% marché, investisseur de la semaine. Donc il y a déjà quelques heureux investisseurs qui ont cette tasse chez eux à la maison, et je crois aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut avoir gagné la deuxième tasse en plus, non? Oui, on a un récidiviste. On a effectivement Hervé de Lille qui nous propose pour la deuxième fois un beau trade sur le DAX, et puis Olivier qui est à GIF sur Yvette qui a fait le même trade à peu de choses près. Donc deux gagnants qui ont choisi le DAX. Alors un mot très rapide, parce que c'était intelligent cette semaine de traiter le DAX plutôt que le CAC. Pourquoi? Parce que le DAX, le DAX progresse de manière plus vigoureuse, Falco. Autrement dit, quand on choisit un investissement, et notamment quand on choisit deux valeurs du même secteur, par exemple, imaginons que Renault et Peugeot ont les mêmes configurations techniques à peu de choses près, ou qu'on hésite entre le S&P et le Nasdaq, ou qu'on hésite entre le DAX et le CAC, il faut faire des ratio pour savoir quelle est la valeur qui progresse le plus si on veut être long et acheter cette valeur. Alors quand on fait le ratio du DAX divisé par le CAC, on voit que le ratio monte, autrement dit le numérateur progresse plus vite que le dénominateur, donc on a intérêt à se positionner sur le DAX, et c'est ce qu'ont fait très intelligemment Olivier et Hervé. Alors, ils se sont insérés, ils se sont glissés, ces deux-là, dans la tendance sur le DAX. Regardez, l'ellipse, c'est la bougie sur laquelle ils sont rentrés et là où ils ont vendu. Autrement dit, vous le voyez, ils sont arrivés en queue de tendance, tout près de la résistance, mais ils ont quand même payé. Et puis, ils sont intelligents, ils sont malins, ils vendent la résistance, ils prennent leur gain. Et malgré, regardez, cette petite progression, eh bien, le produit qu'ils ont choisi, alors c'est pas CAC 40 Turbo Call, c'est DAX Turbo Call, le produit a quand même fait 19%. C'est quand même très beau comme performance, surtout pour un marché qui arrive, comme je le disais, en fin de mouvement, avant peut-être de repartir. Donc, beau trade, félicitations.
Félicitations messieurs, Olivier et Hervé, vous avez mérité votre tasse. Attention Hervé, vous allez commencer à les collectionner, les tasses BNP. Il y a peut-être une famille nombreuse et tout le monde va en être équipé. Exactement. Et je m'excuse pour la perturbation parce que là, sur le slide, il y a écrit CAC 40, mais effectivement, c'est le DAX en fait, parce que le CAC 40 n'est pas encore à 12 600. Donc non, bientôt. Donc, désolé à tout le monde, désolé aussi à la régie qui était aussi confus. Donc non, c'est le DAX, pas le CAC 40, c'est le Tobacco ZQ82B. Donc, très bel choix, une performance de 19,7% dans une semaine. Donc, vous allez recevoir vos tasses dans peu de temps. Donc, on continue avec la prochaine rubrique, le focus. Bon Rémi, qu'est-ce qu'il y a dans le focus cette semaine? Alors le focus, j'ai choisi de m'intéresser cette semaine au retour des privatisations. Au début du mois, Bruno Le Maire a dit qu'il allait annoncer dans quelques semaines des privatisations avec le but de récolter 10 milliards d'euros pour financer un fonds dédié à l'innovation. Alors les choses sont allées très vite puisque 3 jours après, l'État a annoncé la cession de 4,6% d'Engie pour 1,53 milliard, donc 15% de ce qui doit être récolté. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ce placement s'est très très bien passé puisque la décote a été très faible. D'habitude, quand on vend en bloc comme ça auprès d'investisseurs, on offre un discount, en général de 5, entre disons 3 et 5%. Là, le discount a été d'1,2% simplement et le titre s'est très bien placé et il a monté les jours suivants. Alors d'habitude, il y a une petite sanction du marché. Donc, c'est plutôt encourageant pour les prochaines opérations. Alors, les prochaines opérations, on sait que l'État, le patrimoine de l'État, il y a 19 participations qui pèsent plus de 500 millions. Et si on fait la somme de ces 19 participations, ça représente 86 milliards. Donc il y a de quoi faire, même si les choses sont un petit peu plus compliquées. Comme indiqué, il y a 3 structures qui détiennent les participations de l'État. L'Agence des participations de l'État, BPI France et la Caisse des dépôts. Pour simplifier, c'est quand même plus facile de vendre des titres qui appartiennent à l'Agence des participations de l'État, ce qui réduit un petit peu le spectre. Mais il y a quand même certaines choses qui peuvent être vendues. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant, du côté des privatisations possibles. J'en ai sélectionné en dehors d'Engie, donc pour lesquels c'est fait. Il peut encore y avoir quelques titres, mais pas tout de suite. Il y a 6 favorites. La principale, c'est Aéroport de Paris. C'est le plus gros paquet vendable derrière EDF. EDF, ça pèse 22,4 milliards, la participation de l'État. Mais on voit très difficilement, autrement dit, on ne voit pas, l'État vendre aujourd'hui cette participation parce que EDF est très bas. Et puis, il y a tout le problème de la filière nucléaire avec Areva. Donc, EDF, c'est exclu. Donc la plus grosse part du gâteau, c'est Aéroport de Paris qui pèse, où la participation de 50% de l'État fait 7,4 milliards. Aéroport de Paris a fait un très beau parcours, c'est un actif recherché. Il y a Vinci qui est dans le capital qui a 8%. Il y a simplement un bémol, il faut une loi pour descendre en dessous des 50% du capital. Et on est juste au-dessus de 50% du capital. Donc c'est une piste, mais sans doute pas tout à fait pour tout de suite. Et moi, je pencherais plutôt pour les 2 sociétés qui sont en dessous, c'est-à-dire Orange et Safran. Alors Orange, il y a une participation à la fois BPI France, mais l'Agence des participations de l'État est aussi présente pour 13,4%. Donc l'État pourrait se délester de quelques pourcents. Et puis il y a aussi Safran. Alors Safran, c'est une vache à lait pour l'État, puisqu'il y a eu, depuis mars 2013, il y a eu 5 petites privatisations partielles comme ça de Safran. Et on constate qu'il y en a eu 3 qui sont déroulées au mois de novembre. Donc est-ce qu'en novembre prochain, il y aura à nouveau du Safran mis sur le marché? C'est une possibilité. L'État a encore 14% et il peut descendre jusqu'à 10% sans bouleverser l'équilibre actionnarial. Un mot sur les valeurs à droite, même si ça va aller beaucoup plus vite. Peugeot, l'État a certes 12,7%, mais c'est un petit peu difficile. Ça a été transféré de l'APE à BPI France en début d'année, donc un peu compliqué. Renault, il y a clairement 4,7% qui sont vendables. C'est des actions supplémentaires que l'État avait achetées il y a 2 ans pour contrecarrer un petit peu les velléités de Carlos Ghosn, mais maintenant les choses sont un peu apaisées, donc 4,7 peuvent être vendus. Le problème, c'est que le cours de Renault est assez bas. Et enfin, Française des Jeux. Alors la Française des Jeux, ce serait une privatisation, puisque la Française des Jeux n'est pas en bourse. Ça pourrait valoir 3 milliards. Parfait. Voilà. Merci Rémi pour ce focus sur la privatisation. Et Laurent, tu as trouvé quelque chose sur Safran, hein? Oui, effectivement. Alors, on a retenu cette semaine Safran.
Le titre, là encore, est fort. La progression est très significative, à environ 70% depuis un an et demi. Et là aussi, vous le voyez, on a une consolidation latérale qui a débuté à l'été. Alors, la progression de Safran, elle est jolie, c'est-à-dire qu'elle est peu volatile. On a un titre qui monte régulièrement. Dès qu'il baisse un petit peu, on a tout de suite des opérateurs qui se portent acquéreurs. Et puis, vous le voyez, on a eu un franchissement ici. Je vais zoomer un petit peu. On a eu le franchissement de la résistance du trading range à 83,40 €. Une moyenne mobile de long terme à 100 périodes qui vient elle aussi servir de support dynamique, puisque vous le voyez, les cours ne sont même pas revenus tester cette moyenne mobile, ils se sont arrêtés juste avant. On a un ADX qui est tout plat et tout faible, qui commence à repartir à la hausse. Cela signifie qu'on a peut-être un redémarrage de la tendance, un RSI en 11 périodes, vous le voyez, qui a franchi une oblique baissière et qui est maintenant pas très loin d'une zone de surachat. C'est excellent quand un titre au préalable était en consolidation. Donc des éléments qui nous font penser que Safran va continuer de s'apprécier pour les prochaines semaines. Et donc, évidemment, on choisit un turbo call pour accompagner cette tendance, en l'occurrence un turbo call infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'échéance et son code, c'est le WJ35B. Et on l'achète sur repli ou pas, Safran? Non, pas de repli là? Alors, merci Rémi. Je vois que nous sommes vraiment une vraie équipe, car j'avais oublié de le souligner, donc merci de me rappeler à l'ordre. Effectivement, on essaye de payer sur repli, bien évidemment, d'autant plus que ça peut arriver plus que sur le titre précédent, parce que vous le voyez, là, l'ADX, il est encore très mou, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore véritablement un intérêt très fort. C'est vrai qu'on a progressé depuis quelques jours, mais l'impulsion est un petit peu plus faible, donc revenir sur 83,40. Merci Rémi de le rappeler, ça serait vraiment une super opportunité pour accompagner la hausse. Qu'est-ce qu'on vise? 89 et puis 95 pour la fin de l'année, voire plus. En tout cas, un titre qui devrait continuer d'être recherché et de s'apprécier dans les prochaines semaines, Falco. Qu'est-ce qu'on fera sans Rémi en fait dans cette émission? Donc il s'agit d'un turbo call infini. Comment c'est le Rémi? Le code? Le code, je ne le connais pas, le code du d'accord, turbo call. pardon, Je ne sais pas, c'est la seule chose que je ne connais pas. Si, c'est le WJ35B. Bravo, bravo, bravo. Bon, alors, le levier, c'est de 8,72. Son niveau de financement, 75,7203. Et sa période désactivante à 78,75. Et son prix de vente pour 98 centimes et pour Safran à 85,44. Et on retourne, on fait on passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Alors, du côté de l'économie, ça commence cet après-midi avec les permis de construire et mises en chantier d'août. Ce sera à 14h30. Alors attention, ça devrait être perturbé par les conséquences d'Harvey dans le Texas. Donc un indice à prendre avec des pincettes. Le grand rendez-vous, on en a parlé au début de cette émission, c'est le comité de politique monétaire de la Fed demain. Alors on attend quand même deux choses de Janet Yellen, qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle compte faire au niveau de la réduction du bilan de la Fed, c'est-à-dire est-ce que tous les emprunts qui arrivent à échéance continueront à être réinvestis? Vraisemblablement pas, mais dans quelle proportion? C'est ce qu'on attend demain de Mme Yellen. Et puis peut-être quelques mots sur un possible relèvement d'un quart de point des taux directeurs, sûrement pas, quoi, très probablement pas pour demain, mais peut-être pour le mois de décembre. En tout cas, c'est ce que croit le marché, où le FedWatch du CME donne une majorité, 56% de probabilité pour qu'il y ait un relèvement de taux au mois de décembre. C'est vraiment le grand rendez-vous de la semaine. Dans la zone euro, il n'y a pas de choses très marquantes. Il y a bien sûr vendredi les indices PMI des directeurs d'achat du secteur manufacturier et non manufacturier qui sont à suivre. Et puis en Allemagne, Falco, oui, les élections fédérales dimanche. Ouais. Alors, vraisemblablement, Mme Merkel devrait l'emporter à nouveau, mais avec qui devra-t-elle travailler? En fait, ouais. C'est la grosse question. On aura donc la réponse dimanche soir ou lundi matin. Bon, je vais être devant la télé. Et côté des entreprises? Alors côté des entreprises, vraiment pas grand-chose à dire. Hein. La période de publication des résultats semestriels ou trimestriels est terminée. En France, il reste quelques valeurs moyennes. On peut noter notamment Alten, qui est une belle société de technologie qui publie ses comptes demain. Et aux États-Unis, vraiment très peu de choses. FedEx ce soir.
Donc à suivre plutôt la Fed et les élections allemandes. Merci beaucoup Rémi pour tout ce qui était à ne pas manquer. Donc voilà, on est déjà à la fin de notre émission. Il me reste à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le mardi 26 septembre, pour la prochaine émission 100% marché. Et aussi ce jeudi, cette semaine, à 18 h. Il y a écrit 17 h, mais c'est faux, c'est 18 h. Le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi à 18 h cette semaine. Vous avez déjà reçu les invitations. Donc merci à Rémi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le studio. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous tous d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.